Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons peu, parlons prêt by la Maison des Courtiers. Je suis Laurent, expert en financement, et nous allons aborder aujourd'hui donc un élément important et crucial dans la démarche de financement, à savoir l'envoi de votre dossier à la banque. Donc, si vous avez suivi les 2 premiers épisodes, vous savez désormais comment déterminer votre budget, votre capacité d'emprunt et que faire après avoir trouvé le bien. Maintenant, il s'agit de concrétiser la dernière ligne droite, faire en sorte de transmettre le dossier à la banque, gérer les retours, négocier les meilleures conditions possibles pour votre prêt. N'est-ce pas, Sophie? Oui, exactement, Laurent. C'est souvent une étape stressante et anxiogène pour les futurs propriétaires, car elle demande de la rigueur et de l'anticipation. Mais heureusement, Laurent, tu es là pour nous expliquer comment simplifier tout ça. Pourquoi cette phase, elle est si importante? Parce que ça conditionne en fait l'acceptation du prêt. C'est le moment où la banque va examiner dans son moindre détail tout ton dossier. Elle va évaluer les risques, elle va regarder quelles propositions elle peut te faire en termes de conditions, et puis c'est ce qui permet d'obtenir le sésame, à savoir l'accord sur ton financement. Une bonne préparation, c'est comme dans tout, peut faire la différence entre un dossier accepté rapidement et des allers-retours incessants sur un dossier qui n'est pas complet et qui est mal présenté. Je peux te garantir que ça fait la différence chez nos amis banquiers. Du coup, toi, en tant que courtier, quel rôle tu joues dans cette phase, voilà, où il y a le dossier, à compléter, voilà, à s'assurer que tout est OK pour un envoi en banque? Là, sur ce moment-là, quand on doit envoyer le dossier à la banque, il faut impérativement que tous les documents soient présents au dossier, qu'ils soient conformes. Donc, on s'assure en interne que tous les éléments soient présents, que notre note de présentation soit précise, exhaustive, et que le client soit d'une lecture, si tu veux, sur la note de présentation par la banque, soit décrit et que la banque comprenne vraiment le projet. Donc ça, c'est hyper important, de façon à ce que quand on envoie le dossier, la banque ait tous les éléments pour pouvoir travailler rapidement. Et Ça alors, permet... excuse-moi, mais alors du coup, ça veut dire que tu prends pas juste les documents que moi je t'ai donnés, imagine, c'est voilà, c'est moi qui te sollicite. Tu prends pas juste les documents et tu leur envoies pas à toutes les banques, quoi. Alors, Tu fais une ouais. présentation? Alors déjà, on n'envoie pas systématiquement à toutes les banques, parce qu'on ne travaille pas sous forme d'appel d'offres, pour la simple et bonne raison, c'est que chaque banque a ses critères, chaque banque a des objectifs fonction de tel ou tel type de projet et des cibles bien spécifiques. Notre rôle à nous, avant d'envoyer à la banque, déjà, c'est de reprendre tous les éléments du client, Mmh. de les travailler, de faire une synthèse, une note de synthèse très précise sur la situation personnelle, professionnelle, le fonctionnement. C'est très précis et très exhaustif, de façon à donner une idée fidèle du client à la banque. Sans Nous, l'avoir vu finalement. voilà, n'oublions pas que la banque décide le dossier sans avoir vu le client pour le moment. Oui, bah Donc, oui. elle se fie à la transcription que l'on fait, nous, des documents que nous avons, mais aussi de notre retour d'expérience sur le rendez-vous que nous avons eu avec les clients, de notre connaissance, puisque lors du rendez-vous avec le client, on établit bien évidemment tous les objectifs, le cahier des charges, et on connaît principalement toute la vie du client. D'accord? OK. Donc, quand on envoie un dossier, il est important que l'on transcrive tous ces éléments au-delà des éléments papier. D'accord? Pourquoi? Parce que ça permet de maximiser nos chances d'obtenir une réponse rapide, d'obtenir un accord. Et puis, au-delà de ça, ça envoie un signal à la banque et à nos partenaires du sérieux et de la rigueur de notre travail. En clair, en synthèse, on n'est pas des passe-plats. OK, parfait. Et du coup, alors, une fois que le dossier est transmis en banque, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, du côté banque? Alors, quand la banque Qu'est-ce va, qu'ils vont faire voilà, finalement? quand la banque va recevoir le dossier, elle va déjà accuser réception de la bonne réception des éléments et nous donner un délai d'instruction. Elle va vérifier, bien évidemment, la cohérence entre les éléments qu'on aura rentrés dans notre note de présentation. Les revenus, l'apport, le bien qui est acheté, la dimension géographique, des tas d'éléments. D'accord? Et puis, à ce stade, la banque, elle va analyser, mais elle peut aussi poser des questions. Il arrive parfois que elle nous interroge sur des éléments. Alors, c'est assez rare parce que le dossier est complet quand on l'envoie, mais sur des éléments complémentaires qu'on n'aurait pas annexés au dossier.
Pour exemple, il m'est déjà arrivé avec des clients qui avaient des revenus locatifs, de donner les déclarations de revenus locatifs, de donner tous les éléments, mais la banque voulait spécifiquement les baux. Mm. Bon, eh ben, on lui a transmis les baux, donc là, surtout pas de panique, on gère rapidement, on contacte le client, on envoie les éléments à la banque de façon à être très réactif. Ouais, ils t'ont demandé les contrats de location, quoi, liés à ces Ouais, revenus-là qui ça t'ont peut demandé. arriver qu'ils nous demandent des éléments. Il n'y a pas de liste à la Oui, Prévert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut sans aucun problème avoir des demandes X ou Y sur telle ou telle situation d'un client. L'essentiel est que la banque ait les éléments rapidement pour lui permettre de décider son dossier dans les meilleurs délais. ouais, c'est un peu stressant, enfin, ces interrogations qu'il peut avoir. Moi, j'imagine, ça serait mon projet, que la banque me rappelle, ouais, il me faut ci, il me faut ça, j'ai pas compris ci, enfin voilà, c'est un peu stressant, quoi. Alors, il est vrai que c'est un peu anxiogène, c'est un peu stressant, et on dit souvent qu'on absorbe en fait cette dimension-là. Notre mission aussi, c'est de faire en sorte de capter toute cette dimension anxiogène, tout ce temps nécessaire à l'instruction du dossier, de façon à ce que le client, lui, soit serein et je dirais se préoccupe de l'après-remise des clés. C'est-à-dire comment ça va se passer après. Nous, on s'occupe de toute la partie financement jusqu'au notaire, de façon à ce qu'il puisse être serein dans son projet. Ok, alors du coup, comment ça se passe une fois que tu as le retour du ou des banques, voilà, c'est quoi l'étape d'après? Une fois que le dossier est validé, quelles sont les étapes pour obtenir Alors, une fois qu'on a l'accord de prêt, donc on Mhm. s'assure bien évidemment d'avoir tous les éléments verrouillés, un Mhm. accord réel, non pas un avis favorable, parce qu'un avis favorable, ça n'a pas de réelle valeur. On attend d'avoir toutes les validations, à la fois de la banque, mais parfois aussi des organismes de caution, puisque Mhm. on n'a pas toujours des garanties hypothécaires qui sont prises, mais il peut y avoir des garanties données et octroyées par des organismes de caution, donc c'est un double octroi. Une fois qu'on a ça, et que ça correspond au cahier des charges qu'on avait déterminé avec notre client, eh ben, on va contacter notre client, convenir d'un rendez-vous, poser les éléments en expliquant toutes les solutions, toutes les conditions. Alors, on va aborder le taux d'intérêt, on va aborder les frais de garantie, on va aborder les frais de dossier, on va aborder également les différentes typologies de garantie comme je viens de citer. Est-ce qu'on part sur une hypothèque ou est-ce qu'on part, donc garantie réelle, là c'est le notaire qui intervient, ou est-ce qu'on part sur un acte sous seing privé avec une société de caution mutuelle? La plus communément connue est le crédit logement. Et puis, on va aborder aussi toutes les contreparties exigées par la banque. D'accord? Donc là, en fait, tu t'assures que moi, en tant que client, j'ai obtenu les meilleures conditions. Oui, bien sûr. Mm. Bien sûr. Alors, Ok. ça ne veut pas dire les meilleurs taux, Mm. parce qu'il y a quand même un élément important dans les conditions. J'ai pas cité un point extrêmement important qui est l'assurance emprunteur. Ça fera peut-être l'objet d'un prochain épisode. L'assurance emprunteur est quelque chose de très important, parce que ça sert à quoi? Ça sert à se garantir d'un risque de décès, de Mm. perte totale irréversible d'autonomie, d'incapacité de travail. En clair, les clients se protègent en cas d'incident survenu pendant la vie, d'accord, et pendant la vie du crédit, de façon à se protéger. Il y a tout et son contraire sur les marchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on rentre dans le détail parce que chaque situation est particulière et on va rentrer dans le détail des garanties. Donc, on va regarder le prix, mais on va aussi regarder le détail des garanties, parce qu'un prix, ça ne veut rien dire si on ne connaît pas les garanties qu'il y a en face. Donc, on va s'assurer que tous les éléments correspondent au client, d'accord, que l'échéance finale, assurance incluse, convienne au client, mais bien évidemment, avec en face les bons éléments que l'on a déterminés lors du premier rendez-vous. Du coup, est-ce que tu peux me dire si pour toi, le meilleur taux, c'est la meilleure solution pour le client? Est-ce que c'est forcément la meilleure solution pour moi d'avoir le meilleur taux? Non, clairement non. Ça peut l'être, mais ça n'est pas systématique. Euh, un taux détermine uniquement le coût des intérêts. Sur un dossier de financement, il n'y a pas que les intérêts du crédit qui composent le coût du crédit. On va avoir les frais de garantie, on va avoir les frais de dossier et on va avoir un élément qui est l'assurance. Fonction des types d'assurance sur le capital restant dû, sur le capital emprunté, fonction des tables de mortalité, etc., on peut avoir des variations qui puissent
impacter à la hausse comme à la baisse le coût du crédit. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il ne faut pas se focaliser sur le taux. Parce que le taux, certes, c'est un élément important, mais ce n'est pas le seul. Si on veut vraiment comparer les choses, il faut comparer en euros sur des durées identiques avec un montant identique. On prend un montant, on prend une durée, on a des paramètres qui ne bougent pas, et on regarde ce que ça nous coûte en euros. Et en face, on regarde ce qu'on a comme type de garantie. Il m'est déjà arrivé avec un client de lui présenter des solutions plus chères en termes de taux. Alors, il n'y a pas des écarts de 50 centimes, qu'on soit clair, mais d'avoir un écart de 4,10 versus 4,20 et de se retrouver, c'était à l'époque où on avait ces taux-là, et de se retrouver en fait avec le 4,20 qui au final en termes de solution était moins cher que le 4,10. Parce qu'il y a énormément d'éléments qui ont un impact sur le coût total du crédit. Donc oui, ça, c'est important le taux, mais ça n'est pas le seul élément déterminant. Et ce n'est pas parce qu'on a un taux moins cher que la solution sera moins chère. Ouais, parce qu'on a quand même souvent tendance à parler de regarder le TAEG, quoi. Oui. Toi, c'est quelque chose que tu regardes, le TAEG? Alors, oui et non. Alors, ça va être une réponse de Normand, mais désolé, mais le TAEG, c'est un des critères, sauf que tout le monde ne l'applique pas de la même manière et tout le monde n'intègre pas les mêmes choses à l'intérieur. Il y a une règle, c'est vrai, mais certaines banques vont intégrer une quote-part de l'assurance, d'autres l'intégralité. Encore une fois, le meilleur élément de comparaison, c'est l'euro. Combien ça me coûte à la fin du crédit et combien ça me coûte au milieu du crédit. J'aime bien dire aux clients, c'est bien, on se vous donne rendez-vous dans 20 ans ou 25 ans. Mais qu'est-ce qui se passe si dans 10 ans, je rembourse? Et j'aime bien comparer et d'expliquer aux clients, ça donne du sens, de dire, bah tiens, si je rembourse à 10 ans, la durée moyenne d'un crédit en France, c'est à peu près 8 ans. Donc si je rembourse à 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai amorti? Est-ce que j'ai pas amorti? Est-ce que j'ai remboursé suffisamment de dettes ou pas? Tout ça, c'est des éléments qui rentrent en ligne de compte. Donc parfois, on va avoir un taux plus cher, mais au final, avoir un coût moins cher. Je vais aller plus loin. Parfois, on peut avoir aussi des montages qui peuvent différer avec l'intégration, comme je disais dans le précédent épisode, des prêts à taux zéro, des prêts 1% patronaux. C'est pareil, un taux zéro, c'est pas parce que c'est un taux zéro que c'est mieux. Chaque situation est différente parce que si on a un avantage sur le prêt à taux zéro, mais que ça donne un très gros inconvénient sur le prêt complémentaire, ça ne va pas être intéressant. Donc, moralité, chaque situation étant différente, il faut l'analyser avec rigueur et précision. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose à ce que tu me dis. Quand on analyse les offres de prêt, j'ai déjà eu l'occasion de voir sur les assurances emprunteurs. D'ailleurs, ils mettent le coût total, mais aussi le coût à 8 ans. Parfois, il y a finalement, le coût principal est parfois sur les 8 premières années au lieu du coût total. Donc, je pense que tu as vraiment raison de dire, il ne faut pas regarder que le coût à la fin, mais regarder le coût éventuellement à 8 ou 10 ans, quoi. Oui, parce que certains établissements vont avoir des assurances qui vont être payées majoritairement sur la première partie du crédit, d'accord, et qui vont empocher les primes d'assurance et le risque pendant cette période-là, parce que n'oublions pas que le risque est porté sur la majorité du capital. C'est-à-dire que si le capital décroît, mon risque décroît avec. Oui. D'accord ? Donc souvent, c'est les 8 premières années où on a un coût important, en proportion par rapport à la totalité du crédit. Mais ce n'est pas le cas partout. Ce n'est pas le cas dans toutes les banques. Chaque banque, chaque établissement de crédit, chaque compagnie d'assurance, plus largement, a une grille de tarification qui varie fonction des gens, fonction des profils, fonction des situations personnelles, professionnelles, des âges. Il y a tellement de paramètres qu'on ne peut pas dire la solution, c'est ça. Ça n'est pas possible. Okay. Il faut vraiment prendre le temps d'aborder ce sujet avec précision. Écoute, alors, je voulais reprendre un point que tu as cité tout à l'heure. C'est les contreparties commerciales. Tu as cité ça tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça, quoi? Bien sûr. Alors, une banque aujourd'hui, qu'on soit clair, la marge sur un financement, sur un prêt, est quasi nulle. D'accord ? Le niveau de marge obtenu par une banque sur un financement est quasi inexistant ou proche du zéro. Ouais, en fait, il joue sur le volume, quoi. Voilà, il travaille sur le volume et puis
la banque, ce qu'elle cherche à construire, et c'est en cela que nous, nos partenariats sont mis en place, elle cherche à construire une relation durable avec son client. Donc certes, elle accompagne le client et elle prend un risque sur le financement, d'accord? Même si au final, les particuliers, je ne parle pas du monde du professionnel, parce que c'est encore atypique, on l'évoquera dans le prochain épisode, mais le monde du particulier, grosso modo, à part accident de la vie, a peu de sinistralité. Le français paye ses échéances, il n'y a pas trop de contentieux ou de risques, en proportion. Il en existe, mais il n'y en a pas trop. Donc, la banque, qu'est-ce qu'elle va chercher à couvrir? Elle va chercher à couvrir, certes, son risque, mais elle va chercher à développer, en fait, la relation sur le long terme. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par développer la relation sur le long terme? Elle va souhaiter travailler avec ce client, que les moyens de paiement soient détenus par la banque et non par une société X ou Y, que les revenus soient domiciliés, d'accord? N'oublions pas que s'il existe des crédits, c'est parce qu'il y a des dépôts. C'est le système bancaire qui est le nôtre, c'est qu'on peut prêter parce qu'on a des dépôts pour pouvoir le prêter. Les dépôts, c'est quoi? C'est l'argent que les gens vont mettre sur leur compte, les revenus, l'épargne, etc. Donc, grâce à ça, elles vont pouvoir financer d'autres clients. Donc, l'objectif des banques et de nos partenaires, c'est de faire en sorte de mettre en place une relation durable, sereine et stable avec les clients. Donc, c'est pour ça qu'on parle de contrepartie commerciale, mais c'est un changement de banque. Et la plupart des clients l'ont bien compris. C'est-à-dire que quand elles se font financer, c'est le moment où, en fait, elles changent de banque. Donc en fait, tu es en train de me dire, voilà, c'est pas juste faire le prêt, je souscris mon prêt, puis c'est tout, quoi. Voilà. On va dire que je suis quasiment sûr que ça n'intéresse aucun établissement bancaire de faire un prêt sec. Si c'est bien comme ça que je pourrais synthétiser la chose, ça n'intéresse personne. Mais ce qui est logique. Donc voilà, il faut jouer le jeu et l'idée, voilà, s'il y a une banque qui accorde, c'est de devenir vraiment client de cette banque-là, quoi. Oui, bien sûr. Et puis, de façon très claire, un client qui est accompagné par une banque qui prend le risque de lui prêter 100, 200, 300, 400, 500 000 euros, il ne me semble pas anormal de lui confier ses avoirs, de lui confier ses revenus et de faire en sorte de développer la relation avec elle. Du coup, concrètement, comment tu interviens dans cette négociation? Qu'est-ce qui est demandé généralement en contrepartie? Et comment tu interviens dans la négo? Alors, nous, on a des conditions qui sont pré-négociées avec nos partenaires bancaires. Et donc, les conditions que l'on a sont des conditions d'octroi qui sont prédéfinies au préalable. Donc, lorsque l'on a les propositions qui sont faites par les banques ne perdent pas de temps à jouer au marchand de tapis, à négocier 0,05 ou 0,10, etc. Elles nous font tout de suite la meilleure proposition qu'elles sont en capacité de faire, fonction de la typologie de dossier. D'accord ? Il ne faut pas oublier qu'on sur un dossier de 200 000 euros, ce n'est pas parce qu'on a dossier 200 000 euros versus dossier 200 000 euros que l'on pourra avoir les mêmes conditions. C'est fonction aussi du périmètre du client, du panorama global du client à titre personnel et professionnel. Donc, on a tout de suite des conditions prénégociées. On s'arrête à un certain niveau, c'est-à-dire qu'on va négocier les conditions du crédit, on va négocier la domiciliation du revenu, donc le changement de banque, et ensuite, on passe le relais. C'est-à-dire que à la maison des courtiers, il n'y a pas un seul client qui ne soit pas accompagné en banque pour assurer la transmission de la relation auprès du banquier. Et ensuite de ça, bien évidemment, il y a une relation de confiance qui s'installe et le banquier, lui, va faire son travail pour accompagner le client, le satisfaire et faire en sorte d'avoir une relation durable. D'accord, ok. Du coup, une fois que cette partie-là est terminée, les conditions acceptées, on a ouvert le compte finalement. Voilà, il y a tu fais cette passation entre moi en tant que client et la banque. Qu'est-ce qui se passe ensuite jusqu'à la signature chez le notaire? Voilà, très clairement, à partir du moment où on va avoir présenté le client à la banque, on présente le client à la banque, il va y avoir toute une partie administrative qui n'est pas des plus agréables pour tout le monde, mais qui est nécessaire, c'est une obligation. Il y a des contraintes réglementaires sur la conformité, etc. On l'a bien connu dans notre passé de banquier, mais c'est ainsi et ça se passe en règle générale très très bien. À partir de ce moment-là, le compte va être ouvert. La banque va prendre le relais sur la mise en place du financement, d'accord, et va aller jusqu'à l'édition des offres. En grande majorité sur le particulier, les offres sont sous forme numérique. Le client va recevoir ses offres
de manière numérique pour aller valider en signature électronique. D'accord ? Ok. Il a bien évidemment un délai légal de 10 jours de réflexion. À compter du moment où il reçoit ses offres, il nous les transmet de façon à ce qu'on puisse les relire. On les relit, on regarde si tout est conforme, correct par rapport à la proposition. Il est rare qu'il y ait des erreurs, mais sait-on jamais. Et donc, on accompagne le client dans la lecture de ses offres. Ensuite de ça, il va signer ses offres de prêt. Et là, on va transmettre en fait au notaire les éléments en disant voilà, c'est bon, on est prêt, les offres de prêt sont signées, à vous de jouer pour la signature chez le notaire et la signature de l'acte authentique. Et on va aller jusqu'à se charger de vérifier que l'appel de fonds du notaire soit convenablement fait, rédigé et qu'on n'oublie rien. En fait, l'objectif, c'est que le client, il aille très serein à sa signature chez le notaire. Ok, donc en fait finalement ton rôle de courtier ne s'arrête pas à tu m'as obtenu le meilleur financement, tu me l'es en gros, tu me lâches pas jusqu'à la fin. C'est pas parce que tu m'as présenté auprès de la banque que ton travail et le travail de la maison des courtiers s'arrête là finalement. Bah non, il nous arrive parfois de dire aux clients de manière un peu humoristique que notre travail se poursuit même après, voire même à la pendaison de crémaillère. Bon, c'est un petit trait humoristique, mais en clair, on est là pour accompagner le client de A à Z et de faire en sorte que ça se passe dans de meilleures conditions. Alors, dis-moi, Laurent, tout à l'heure, tu as mentionné dans la liste, enfin les étapes, les meilleures conditions à obtenir, les contreparties commerciales. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le sujet? Qu'est-ce qu'il en est exactement? C'est quoi les contreparties commerciales? Écoute, c'est assez clair. Tout au moins, je vais essayer d'aborder les éléments pour que ça le soit. Une banque aujourd'hui, quand elle finance un client, elle a pour volonté de capter la relation. Ça veut dire quoi capter la relation? C'est capter ses revenus, sa domiciliation de revenus, capter son fonctionnement, ça passe par ses moyens de paiement et les services associés. Et ça peut aussi être le cas de certains établissements qui vont souhaiter assurer le bien qu'elles financent, parce que c'est aussi couvrir leurs risques. Elles vont pouvoir aussi proposer aux clients un accompagnement pour la reconstitution de l'épargne, qu'elle soit financière, qu'elle soit en assurance vie, qu'elle soit en monétaire. L'objectif étant que le client devienne client à part entière. D'accord ? Donc, dans les contreparties que l'on acte avec la banque, elles sont fonction des dossiers, fonction comment dire, des banques. On peut avoir, par exemple, des conditions octroyées avec un dégrèvement de taux à 0,5 ou 0,05 en contrepartie de la mise en place de l'assurance emprunteur, l'assurance multirisque habitation qui sera souscrite. Sachant que l'objectif, c'est que le client soit bien garanti et qu'il fasse le plus long bout de chemin avec la banque. Donc, nous, comment on intervient? Eh bien, on expose au client ce que la banque aimerait avoir, d'accord, en termes de contrepartie commerciale, ce qu'on peut les appeler commerciales, mais ça a du sens. C'est-à-dire que quand une banque te finance, elle te fait confiance, il est logique que tu travailles avec elle et que tu assures ton bien chez eux, puisque concrètement, ils ont des conditions de garantie et de prix qui sont très bien placées sur le marché. Oui, bah, de toute façon, on a toujours besoin d'une assurance habitation Voilà. finalement, hein. Donc voilà, l'idée, je pense, c'est que finalement, par contre, c'est pas forcément souscrire des choses que j'ai pas besoin. C'est vraiment finalement des contreparties ou que je souscrive là ou chez eux. Finalement, j'en aurai quoi qu'il arrive besoin et ça peut avoir un intérêt pour moi finalement. Alors, c'est bien de le surligner. On n'est pas là pour remplir des bâtons dans les cases et répondre à une liste à la Prévert. Ça, c'est quelque chose que nous, on se refuse de faire. Les contreparties que l'on propose aux clients sont des contreparties qui correspondent réellement à un cahier des charges, qui correspondent réellement à des besoins du client et dont il va avoir besoin. Vraiment, vraiment, vraiment. On ne va pas aller souscrire à un plan d'épargne-action à quelqu'un qui est complètement hermétique aux actions et aux marchés financiers. Donc, il faut savoir raison garder là-dessus. En revanche, quelqu'un qui a utilisé toute son épargne pour le projet en question, qui a la volonté d'avoir une capacité d'épargne et de reconstituer son épargne, eh ben, la banque sera à ses côtés pour l'aider à reconstituer ses épargnes, mais fonction de ses objectifs, fonction de ses choix.
et de sa rémunération. On ne va pas faire des choses complètement décorrélées des objectifs du client. Oui, du coup, c'est là où tu as tout ton rôle finalement dans cette négociation de contrepartie commerciale. C'est quand même de pouvoir, moi, imagine, c'est moi demain, de pouvoir m'expliquer, m'accompagner sur ces sujets et me dire, voilà, là, il y a intérêt ou là, il n'y a pas, ou voilà, sans En fait, forcément remplacer le banquier, je dirais, mais alors, finalement, quand on sollicite un courtier, c'est qu'on veut vraiment être serein sur le sujet et de ne pas avoir ce genre de choses à gérer, quoi. par la force des choses, on a exercé le métier pendant plus de 20 ans. On a coutume de dire qu'à la Maison des Courtiers, on a 100 ans d'expérience cumulée. Mm. Donc, parfois, on fait aussi notre ex-métier de banquier, puisqu'on a connaissance de toute la situation du client, de tous ses objectifs, de ses choix aujourd'hui, futurs, de ce dont il a envie. Donc, notre objectif aussi, c'est de retranscrire tout ça au conseiller, de manière à ce qu'il s'en imprègne et de faire en sorte que les propositions commerciales qui soient faites, elles collent à ses attentes. Donc, forcément, quand on va intervenir sur un sujet, et d'ailleurs, le client, comme le climat de confiance s'est instauré, revient naturellement vers nous et nous sollicite. Eh ben, on va lui présenter le détail des solutions, mais correspondant à ses attentes. Ça, c'est extrêmement important. Après, il peut y avoir d'autres contreparties qui peuvent être exigées. Il existe sur le marché plusieurs types de banques. Il y a les banques, par exemple, qui sont des banques mutualistes, sur lesquelles le client est sociétaire. Ben, on va expliquer au client quel est le sens, pourquoi est-ce qu'il va devenir sociétaire, pourquoi est-ce qu'il va devoir souscrire X euros de part sociale en épargne. Ben, tout simplement parce qu'il rentre dans une banque mutualiste et que la différence entre une banque mutualiste et une banque cotée sur les marchés, elle est significativement importante. Donc on l'explique et on donne du sens au client. Ok, ouais, c'est assez vaste, hein, comme on dit. Une fois, du coup, cette partie-là, voilà, les conditions acceptées, tout est ok. C'est quoi les dernières étapes jusqu'à la signature chez le notaire, jusqu'au jour J? Euh, Eh ben, la dernière étape, c'est l'instruction du dossier à la banque qui va donc éditer les offres, qui va procéder à l'édition des offres. Quand on donc, je va vais aller ouvrir le compte et Voilà, il y après. a l'ouverture du compte, bien évidemment. On présente le client à la banque, Hmm, bien évidemment. Il n'y a pas un client à la Maison des Courtiers qui ne soit pas présenté en banque, parce qu'il hmm, est important aussi d'assurer la transmission de la relation, parce que nous, on a couconné notre client pendant une durée de quelques mois, parce que parfois, ça peut prendre un peu de hmm. temps. Et puis, ben, on transfère la relation auprès de la banque. Et puis, il est important qu'elle soit transférée dans de bonnes conditions. Donc, on assiste à tous les rendez-vous, de façon à ce que le client puisse être mis dans de bonnes conditions, dans un climat de confiance et que le client connaisse son conseiller. Et donc à partir de là, il va y avoir toute la partie administrative. Bon, c'est pas la plus sympathique, mais on va remplir tous les éléments réglementaires et il va y avoir l'édition des offres. À compter du moment où le compte est ouvert, l'édition des offres est faite, le client va les recevoir et il a un délai de 10 jours, on va dire 11, comme ça au moins on ne se rate pas sur les dates, pour accepter ces offres. Dans ce délai imparti, il va nous les transmettre. On va les analyser, on va regarder, on va voir si tout est correct, si tout est conforme à la demande initiale et aux accords que nous avions obtenus. Rares sont les cas où on a une distorsion des informations entre la proposition et l'édition des offres. Ça arrive quasiment jamais. Ok. Donc, et à partir de là, il va avoir la possibilité de signer ses offres de prêt. Et là, on va se mettre en contact avec le notaire. C'est-à-dire qu'on va transmettre, Aurélie prend le relais et transmet au notaire les informations de façon à ce qu'on ait un appel de fonds qui soit correct, avec tous les éléments pour une signature de l'acte authentique chez le notaire, sereine. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question. Merci Laurent pour toutes tes explications. Pour résumer, dans cet épisode, on a vu comment préparer un dossier complet et structuré. Dans un deuxième point, comment gérer les retours des banques et les ajustements éventuels et finalement les négociations. Voilà les points clés à négocier pour obtenir la meilleure solution de financement. Et enfin, l'importance et l'accompagnement jusqu'à la signature chez le notaire. Exactement, cette phase est essentielle dans ton financement pour garantir que tout se déroule dans les meilleures conditions possibles. Dans le prochain épisode, on évoquera un tout autre sujet, les spécificités du financement du dirigeant d'entreprise, que ce soit sur leur projet immobilier, que ce soit sur leur projet professionnel,
restez à l'écoute, c'est un sujet très spécifique que nous aborderons dans le détail. Et si vous avez des questions ou besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas, suivez-nous sur nos réseaux ou sur notre site internet. À très bientôt. Merci.